Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Amarante International, les rencontres de l'Indo-Pacifique pour notre deuxième numéro. Lors du premier numéro, en compagnie de Jean-Marc Balancy, nous avons exploré tous les aspects que retrouve le concept géopolitique d'Indo-Pacifique, une zone qui s'étend géographiquement de la côte orientale de l'Afrique à la côte occidentale des États-Unis. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous placer au cœur de l'Indo-Pacifique et nous intéresser à l'Asie de l'Est, une région qui est à la fois porteuse de promesses de développement économique et technique, mais aussi de menaces sur la sécurité collective de la planète, héritée des crises du XXe siècle. Alors pour aller plus loin, nous recevons aujourd'hui Emmanuel Véron. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel Véron est docteur en géographie, spécialiste de la Chine et des questions internationales. Il a enseigné à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et enseigne actuellement à l'INALCO et à l'école navale. Par ailleurs, il conseille des entreprises et des institutions sur les questions stratégiques liées à la Chine et l'Asie. Il s'intéresse particulièrement à la place de l'Asie de l'Est dans l'Indo-Pacifique, ses concepts, ses approches diplomatiques, stratégiques et économiques. Il publie très régulièrement dans The Conversation et prépare un nouveau livre portant sur l'avenir de la Chine dans le monde. Alors Emmanuel, je vais vous poser quelques questions afin que nos auditeurs puissent vraiment cerner l'importance de l'Asie de l'Est au sein de cet espace Indo-Pacifique. Ma première question serait, selon vous, quelles sont les caractéristiques propres à l'Asie de l'Est au sein de l'Indo-Pacifique ? Oui, merci Vincent. Je crois que ce qui est important de rappeler pour aborder ces questions d'Asie de l'Est dans le bassin géographique beaucoup plus large d'Indo-Pacifique que vous avez traité avec Jean-Marc Balancy dans un premier épisode, est de rappeler des importants foyers de civilisation, des anciennes civilisations chinoises, anciennes civilisations coréennes, anciennes civilisations japonaises, qui marquent très fortement dans la longue durée ce que l'on pourrait déterminer comme géographiquement l'Asie de l'Est, ou parfois appelée aussi l'Asie orientale, et l'ancienne dénomination que l'on retrouve parfois d'Extrême-Orient. Là-dedans, effectivement, ce périmètre géographique inscrit l'île de Taïwan, parfois une partie de l'Asie du Sud-Est. Et ce qui est très fort dans ces anciens foyers de population et de civilisation, c'est les systèmes confucéens, très autocentrés, très verticaux, où un pouvoir, une forme de gouvernance se retrouve de manière distribuée entre la Chine, la Corée, comme on l'a évoqué, et le Japon. À l'intérieur de ces structures politiques, de ces structures de gouvernance, dans le temps long, de systèmes confucéens, on a aussi des influences qui viennent d'aires culturelles à proximité de cette Asie de l'Est, comme des grands monothéismes ou des grands faits religieux. Je pense ici au bouddhisme qui vient du nord de l'Inde, qui a circulé à travers les plus hautes montagnes du monde, de l'Himalaya, pour s'épanouir, suivant différentes dynasties, on y reviendra tout à l'heure, en Chine, dans l'Empire chinois, en Corée, en péninsule coréenne, au Japon, ou bien évidemment à Taïwan, jusqu'en Asie du Sud-Est. Donc une pénétration, une porosité, si je puis dire, de faits religieux, de systèmes qui participent à une gouvernance plus générale, dans le temps long impérial, avec une composante qui est assez hétérogène si on regarde le Japon ou la Chine. D'un côté la Chine qui est plutôt quelque chose d'autocentré, de continental, de terrestre, et le Japon qui fait figure de singularité, avec une dimension donc ultramarine, ultra-insulaire, archipélagique. Et ces composantes historiques, religieuses, politiques et géographiques vont marquer durablement la région comme ancien foyer de population et qui, au cours du 19e et 20e siècle, vont connaître des distorsions. L'Asie de l'Est, dans la géopolitique du 19e et du 20e, sera marquée par l'effondrement de l'empire céleste, pluriséculaire, chinois, des interrogations fortes sur les systèmes de gouvernance en péninsule coréenne, et puis une forme de modernité qui sera exacerbée, qui donnera lieu à des violences humaines, politiques et autres au XXe avec le Japon, pour finir dans la période de guerre froide entre 1945 et 1991 sur une polarisation forte de ces sociétés post-Seconde Guerre mondiale entre le pôle soviétique et le pôle américain. Je pense ici à ces spécificités d'Asie de l'Est, où on a un réseau d'alliances qui est en construction très rapidement et de manière très intense avec la puissance américaine pour contrer, endiguer
l'expansion soviétique en Asie. La guerre froide sera pas froide du tout, mais plutôt chaude en Asie. On pense bien évidemment à la guerre de Corée, on pense bien évidemment à la guerre d'Indochine puis du Vietnam, et puis bien évidemment avant cela l'affrontement entre nationalistes chinois et communistes chinois qui donne véritablement des convulsions très très fortes au sein de ces systèmes très anciens. Un autre aspect majeur d'une période beaucoup plus récente et contemporaine sont les questions de taux de croissance, d'économie et d'industrie. Quand on observe la géoéconomie du monde, on a une très forte polarisation sur l'Asie de l'Est par les questions de forte croissance en Asie du Nord-Est d'abord, puis après un glissement avec ce que l'on appelle les quatre tigres, à savoir la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour quand on regarde du côté du sud-est asiatique, et bien évidemment Taïwan. Ces sociétés-là vont s'industrialiser de manière très très rapide en prenant appui sur un exemple que l'on retrouve aussi en Asie de l'Est, qui est celui du Japon, issu notamment d'une très forte industrialisation articulée à l'État, articulée à un système de gouvernance qui est assez centralisé, un véritable appareil industriel, tous azimuts, qui sera sur la haute croissance des années 50 et 60, la source d'inspiration pour l'envol, on dirait, d'oies sauvages, selon le modèle historique de ces 70 dernières années, qui sera plus tard repris par la Chine populaire au début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Alors, ces questions de géoéconomie en Asie de l'Est vont très fortement marquer la croissance asiatique et vont très fortement marquer la croissance mondiale finalement, jusqu'à 2001 et l'intégration de la Chine dans les logiques de l'Organisation mondiale du commerce, qui va être un véritable moteur pour la croissance mondiale et une réorganisation des chaînes industrielles et de production dans le monde. En cela, l'Asie de l'Est, depuis le temps long jusqu'à une période très récente, a cette singularité de foyers anciens de civilisation, accumulant des taux de croissance et en fabriquant de véritables systèmes industriels déterminants et puissants pour la région et pour le monde. Alors, tout naturellement, vous avez insisté sur la Chine, et justement, on voit dans l'actualité que l'environnement maritime de la Chine recèle de nombreuses problématiques liées à la sécurité maritime. Est-ce que vous pouvez nous les décrire et revenir un peu sur ces sujets qui ont occupé l'actualité récente? Oui, alors, en complément de ce qu'on vient d'évoquer sur les taux de croissance et la montée en puissance des appareils industriels d'Asie de l'Est, il y a un changement de paradigme qui est celui de la Chine qui s'intéresse aux faits maritimes sur les années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est un véritable tournant puisqu'on l'a décrit rapidement, la Chine était plutôt dans une transition continentale terrestre. Avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping dans les années, fin des années 70, début des années 80, on va véritablement avoir un appareil d'État et le parti qui va se préoccuper de la chose maritime. Et dans cette lignée-là, on va avoir d'un côté un effort très important sur la géoéconomie maritime, avec une montée en puissance du transport par voie maritime, une montée en puissance de la façade portuaire chinoise, mais aussi à côté de cela des questions de sécurité et de sécurisation de ce que les Chinois appelleraient leur approche maritime. Et on va avoir un véritable arsenal naval qui va se compléter avec un certain nombre de sujets, et qui va donc cristalliser un certain nombre de questions stratégico-militaires en Asie de l'Est. Ça, c'est un premier sujet que l'on peut évoquer. À savoir la montée en puissance des capacités de la marine chinoise, bien évidemment, qui va bénéficier de budgets constants sur, grosso modo, les 30 dernières années, au budget qu'on peut rappeler aujourd'hui, mis en avant par des chercheurs, notamment du CIPRI à Stockholm, qui est autour de 250 milliards de dollars pour l'année 2021 ou l'année 2022. Et sur ce budget de défense, on a une part très importante sur la modernisation des efforts navals. Tous les programmes, porte-avions, donc toute la composition d'un groupe aéronaval force de surface, accompagnés des programmes de sous-marins, de sous-marinade, complémentarité avec un effort sur le spatial, complémentarité avec des forces qu'on pourrait qualifier d'infanterie de marine, de l'aéronaval, etc. Donc on a un effort très important, très constant sur toutes les capacités navales chinoises pour, à terme, selon les autorités chinoises, leur vocabulaire, tenser ou en tout cas concurrencer la capacité navale américaine. En premier lieu, être la première puissance navale et maritime en Asie. On revient ici avec des logiques de concurrence avec les voisins japonais, notamment sur le leadership en Asie. C'est un premier sujet, cette question de sécurité navale et d'augmentation capacitaire. Quand on regarde géographiquement,
les sujets stratégico-militaires, il y a manifestement dans cette approche maritime chinoise au moins deux sujets géographiques essentiels qui sont d'abord celui de Taïwan, du détroit de Taïwan, et de la rivalité avec l'autre Chine, la République de Chine, la question de la montée en puissance des arsenaux, on l'a dit navals mais pas uniquement, capacités missiles, des capacités amphibies, des capacités de détection, des capacités de ce qu'on appellerait de déni d'accès, en prenant les concepts américains des 20 ou 30 dernières années, qui fondamentalement créent des bulles d'interdiction d'accès à ces approches maritimes qui prennent de plus en plus largement en écharpe l'île de Taïwan pour à terme être sur des logiques de réintégration de Taïwan dans la matrice chinoise, à savoir la matrice République populaire de Chine. Donc c'est tous les scénarios militaires, c'est tous les scénarios de guerre, avec bien évidemment des guillemets, autour de la question de Taïwan par rapport aux efforts militaires chinois sur mer, notamment. Deuxième sujet géographique qui me semble être important à rappeler, c'est la question plus large de la mer de Chine méridionale, mer de Chine du Sud, qui est bordée par un certain nombre de pays de l'ASEAN, un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est, bien évidemment par la Chine populaire, et aussi par Taïwan. Quand on observe les dynamiques dans ce bassin maritime, qui est une sorte de lac quasi fermé, ou de mer quasi fermée, premier sujet, c'est qu'on est sur un transect d'une des plus grandes routes maritimes mondiales, une plus importante route maritime mondiale, qui fait la jonction entre les efforts de croissance industrielle et de production entre l'Asie de l'Est et l'Europe. Donc on a un très important trafic maritime sur ce bassin maritime, et en parallèle de ça, une affirmation des revendications de souveraineté de la part d'un certain nombre d'États, mais notamment de la République populaire de Chine, qui a accéléré une tendance qui existait déjà depuis 30 ou 40 ans, de militarisation de ce bassin maritime, notamment par l'installation de moyens de détection, de moyens de radars, de brouilleurs, etc., mais aussi des moyens infrastructurels pour faire décoller ou atterrir un certain nombre de jets, de bombardiers stratégiques et autres. Bref, une militarisation tous azimuts de ces petits récifs, de ces cailloux, qui véritablement changent la donne en matière stratégique vis-à-vis du rapport de force américain et plus généralement dans les équilibres de sécurité de l'Asie de l'Est. Asie orientale plus Asie du Sud-Est. J'en viens sur d'autres sujets de questions de sécurité maritime qui marquent très fortement la zone, la prolifération nucléaire et balistique de la Corée du Nord, qui est un sujet qui est toujours pas réglé, qui n'est toujours pas complètement terminé. Au contraire, on le voit de manière très éloquente ces dernières semaines avec des records sur le nombre de tirs de la part de Kim Jong-un, qui déborde très largement en quelques jours l'ensemble des tirs lancés par ses prédécesseurs. Donc on a cette prolifération qui se poursuit, qui continue d'être un véritable sujet de sécurité régionale pour l'ensemble des acteurs étatiques. Et puis on pourrait évoquer également les postures stratégiques et militaires des pays riverains que l'on n'a pas encore évoqués sur ces sujets de sécurité, que sont la Corée du Nord, que sont le Japon, ou plus exactement Taïwan. Tous ces États sont dans une logique de consolidation des alliances sécuritaires et d'exercices naval tous azimuts à différentes échelles avec les partenaires américains, le partenaire américain, et de plus en plus avec des partenaires extra-régionaux, notamment européens, sinon australiens. J'en veux pour preuve des postures militaires où on a là aussi des augmentations capacitaires pour la Corée du Sud, des politiques de défense qui sont complètement corrélées à la question balistique nucléaire nord-coréenne, et de plus en plus aux efforts et gesticulations militaires chinoises dans la région. Et puis, pour le Japon, c'est la fameuse politique de l'autodéfense, où il y a avec un article, la Constitution post-1945, l'article 9 de la Constitution, qui maintient un budget de défense bas en dessous des 2% du PIB japonais, pour ne pas déborder cette ligne rouge-là, si je puis dire, qui est un important débat de politique intérieure au Japon, et qui pour le moment en est resté à ce niveau-là. Malgré cette limitation constitutionnelle de l'article 9, on a une recomposition des forces armées japonaises et une préoccupation grandissante, là aussi vis-à-vis du programme nucléaire et balistique nord-coréen, mais aussi des postures et de l'ambiguïté stratégique, comme on aime à le rappeler, de la Chine sur ces questions maritimes. Alors, pour finir sur cette question de l'environnement maritime de la Chine, cette approche maritime de la Chine,
se pose la question de l'usage des armes et de la potentialité d'un conflit. A priori, on aurait une concentration très forte sur au moins un ou deux théâtres, qui est celui d'abord de Taïwan, avec la question de comment et quand, et dans un deuxième temps sur la mer de Chine méridionale, avec un risque d'escalade qui n'est absolument pas exclu au regard de l'accumulation des armes dans la zone. Merci Emmanuel. Alors, nous avons tout naturellement parlé de stratégie et de risque de conflit, c'est vraiment en phase avec l'actualité. Pourtant, parallèlement, l'Asie de l'Est demeure une zone économique et commerciale dynamique, et les pays dont nous venons de parler sont par ailleurs des partenaires commerciaux. Alors, comment pourriez-vous nous aider à comprendre, à définir ces relations complexes? Oui, absolument. En parallèle des efforts budgétaires, militaires et capacitaires qu'on vient d'évoquer, il faut absolument revenir sur cette logique des interdépendances, j'allais dire technico-commerciales ou diplomatico-commerciales entre l'ensemble de ces acteurs. Peut-être Corée du Nord à part, au regard du sujet Corée du Nord et du régime politique et de la nature de ces structures économiques. Mais quand on regarde la montée en puissance de la Chine sur les 40 dernières années, on a la mise en place, d'abord en Asie de l'Est, donc au cœur de cet Indo-Pacifique plus large, de logiques d'interdépendance commerciale, de logiques d'interdépendance économique, voire financière. Ce qui est important de voir, c'est que la Chine a été, sur les 30 dernières années, un important fournisseur d'équipements, là où on assemblait, là où on investissait, pour l'ensemble du monde, et en priorité pour l'Asie de l'Est. Si je regarde l'histoire des 30 dernières années, notamment des années 80-90, le consortium industriel japonais ont massivement investi et délocalisé en Chine à cette époque-là parce qu'il y avait des perspectives de croissance et qu'on est dans un contexte très favorable pour l'environnement industriel japonais. Il en sera de même avec la Corée du Sud et idem pour Taïwan, qui en parallèle, pour le rappeler, ces trois pays-là ont connu une évolution de leur processus politique, notamment de la Corée du Sud, notamment de Taïwan, dans ces mêmes années. Qu'est-ce que j'entends par là? Des processus de démocratisation, autant pour la Corée du Sud que pour Taïwan dans ces mêmes années. À mesure qu'on avait du commerce qui grandissait et des affaires industrielles qui grandissaient avec la Chine populaire, on a eu en interne des processus de démocratisation manifestement importants et établis encore aujourd'hui. Donc c'est une montée en puissance des interdépendances économiques et financières, basées sur d'importantes délocalisations, basées sur des chaînes de production situées en Chine, qui vont être extrêmement florissantes jusque à la période de la crise des subprimes et l'effondrement de Lehman Brothers en 2008, 2009, 2010, où on va avoir une transformation du paysage géoéconomique suite à cette crise financière qui va toucher l'ensemble des sociétés d'Asie orientale. À partir de ce temps-là, finalement sur les 10 dernières années, ce qui correspond à la mandature et l'investiture de Xi Jinping, 2012-2013, on va avoir une réorientation des priorités stratégiques de la Chine en matière commerciale et géoéconomique. Pourquoi? Parce qu'en interne, on a une demande très forte de la part de la population chinoise pour une augmentation des salaires. Il est de moins en moins évident de faire des affaires en Chine. Il est de moins en moins évident, au regard de l'évolution des prix des matières premières et plus généralement du contexte international, d'avoir une Chine favorable pour faire des affaires. Et donc on va connaître un mouvement de délocalisation qu'on a pu connaître sur les dernières années de Chine vers l'Asie du Sud-Est, vers l'Asie du Sud, vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient, et qui va très largement impacter jusqu'à aujourd'hui, avant même la période de pandémie globalisée, qui va très largement toucher les chaînes de production, l'appareil industriel de l'Asie orientale. Pour arriver sur la période de pandémie, on va avoir une perte d'attractivité accrue de la Chine dans ses logiques géoéconomiques et une volonté de la part des sociétés sud-coréennes, sociétés japonaises, voire taïwanaises, et bien évidemment sud-est asiatiques qui suivent une dynamique qui leur est quelque part propre, malgré leur très forte intégration au marché chinois et aux capacités de production chinoises, eh bien, de découplage couvert d'une rivalité croissante avec les États-Unis,
Et ce découplage-là va de plus en plus être le fait de technologies de pointe ou de technologies intermédiaires, pour non plus tant investir dans une Chine où c'est difficile d'investir, voire devenu quasi impossible, donc une page s'est tournée, mais de donner la possibilité à des pays d'Asie du Sud-Est de connaître des taux de croissance, une possibilité d'investissement qui est beaucoup plus importante. Et quand on regarde les résultats économiques de la Chine pour cette année, qui commencent à être publiés, malgré la relative censure de l'appareil d'État chinois suite au 20e congrès du Parti communiste chinois, eh bien le taux de croissance n'est absolument pas flatteur. On a quelques zones qui sont en récession, je pense au territoire de Shanghai, la municipalité de Shanghai, je pense à la province du Hunan, ou je pense à d'autres provinces intérieures, qui connaissent des logiques de récession. Donc on est véritablement sur un avant, un après, une Chine florissante, quasi Eldorado, ou perçue comme telle, qui aujourd'hui est devenue un petit peu plus répulsive, et qui tend à être cette fois-ci un moteur en creux d'une réorganisation géoéconomique et industrielle de l'Asie orientale dans son ensemble. Alors, ce qui est intéressant, je crois, de rappeler également, c'est dans ces interdépendances qui, on le voit, sont en voie de recomposition, eh bien, c'est l'importance pour l'appareil industriel japonais, par exemple, de reprendre pied en Asie du Sud-Est. C'est pour Taïwan l'importance de manifester une forme de leadership en matière, bien sûr, non pas tant politique, mais de technologie de pointe, y compris quand on regarde les capacités industrielles et technologiques de la Corée du Sud. Je pense à l'entreprise qui est très articulée, une politique d'État Samsung, qui là vient concurrencer les géants chinois qui ont pu eux-mêmes se structurer sur les 20 dernières années du fait des très forts taux de croissance et du fait du développement extrêmement rapide de la Chine. Je pense une compétition très forte à l'international, en Asie de l'Est d'abord bien sûr, mais aussi à l'international entre le leader Huawei et le leader Samsung qu'on évoquait, ou d'autres opérateurs industriels. Alors, l'Asie en général et l'Asie de l'Est en particulier, que nous abordons aujourd'hui, constituera bientôt, dit-on, le centre de gravité du monde. Pourriez-vous nous éclairer sur la manière dont se positionnent les États d'Asie de l'Est vis-à-vis des grandes puissances et des grands ensembles géopolitiques mondiaux? En fait, une sorte d'exercice de pensée en passant de l'autre côté du miroir et en voyant la manière dont ils voient le monde. Oui, il est évident que s'il y a de très fortes interdépendances économiques, commerciales entre ces différentes sociétés que l'on a décrites jusqu'à présent, il y a une porosité forte avec l'Asie d'une manière plus large, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, on l'a évoqué, jusque aux logiques nord-américaines, ou européennes, ou moyen-orientales. Je crois qu'il est important également de rappeler que si on prend l'exemple du Japon en premier, la feuille de route diplomatique et de politique internationale du Japon vis-à-vis de l'effet Chine, ou en tout cas vis-à-vis du facteur chinois, a toujours été dans une logique d'adaptation ou de chercher une voie singulière, notamment en Asie, notamment au Moyen-Orient. Alors quelques exemples très précis de cela. On a pour le Japon une politique internationale qui est très tournée vers des dons pour des politiques de développement. C'est le deuxième donateur à l'ONU pour tous les programmes de développement, sur tous les sujets, tous azimuts, partout dans le monde. Et c'est assez discret, mais c'est bien le deuxième donateur. On a également un renforcement sur, grosso modo, les 10 dernières années, d'une politique africaine du Japon, pour des questions de développement, mais pas uniquement, pour des questions technico-commerciales, pour des questions de sécurité, pour des questions environnementales. Donc on va avoir un agenda politique du Japon qui était particulièrement, comment dirais-je, proactif et important en Asie, qui déborde cette Asie et qui de plus en plus prend des préoccupations internationales et mondiales pour endosser la voie d'une diplomatie singulière. Et enfin, pour le Japon, pour terminer avec ce pays important, c'est, rappelons-le, les accords de libre-échange avec l'Union européenne. J'en veux pour preuve la, comment dirais-je, connexion entre des marchés consolidés, 400, 500 millions de consommateurs efficaces, de classe moyenne consolidée en Europe occidentale à travers l'Union européenne, et plus largement le renforcement des liens diplomatiques entre le Japon et l'Union européenne, sur lesquels il peut y avoir des terrains d'entente, notamment vis-à-vis du facteur chinois et de son développement fulgurant
sur les 15 ou 20 dernières années. Si je regarde la Corée du Sud, eh bien on essaye d'emprunter un petit peu cette voie japonaise en incarnant de plus en plus un acteur international qui a longtemps été coincé entre deux géants, avec un voisin turbulent et dans une incertitude sécuritaire et stratégique permanente. Et je pense que les fleurons industriels comme Samsung, mais ce n'est pas le seul, remplissent un petit peu ces objectifs-là. On le voit, la Corée est tout à fait capable d'avoir le lead dans des technologies de communication, le lead sur des chantiers de construction de navires, le lead sur l'industrie automobile, etc. Donc on a véritablement une diplomatie économique au service d'un soft power qui, bien évidemment, comme l'avait rappelé Jean-Marc Balancy dans ce premier épisode, important, est un vecteur de rayonnement pour un relatif petit pays d'Asie de l'Est coincé entre des géants japonais, bien sûr, et Chine de l'autre. Si je regarde la Chine, on a une réadaptation de son agenda international. La Chine est probablement le poids lourd régional et se veut être le poids lourd mondial, dépassant les États-Unis, mais qui rentre de plus en plus en concurrence avec un maintien sur un certain nombre de sujets du Japon, comme on l'a évoqué, mais aussi une concurrence exacerbée avec le rival indien, puisqu'on a là, effectivement, l'inscription dans une rivalité stratégique durable au vu des masses critiques que constitue le sous-continent indien, démographique, historique, puissance nucléaire, qui cherche à avoir un siège au Conseil de sécurité, etc. Donc on est effectivement sur des agendas régionaux qui sont débordés par des impératifs sécuritaires et de leadership extra-régionaux, et qui viennent nourrir effectivement l'ensemble régional d'Asie orientale. Quand je regarde dans le détail chacun de ces agendas, qu'ils soient japonais, sud-coréens, voire taïwanais ou de Chine populaire, on a une articulation de plus en plus forte avec, à travers différents schémas au sein de l'Indo-Pacifique bien sûr, des régimes qui sont en dehors de cette zone Asie orientale, en dehors de cette Asie confucienne. Je pense à l'augmentation et l'intensification des liens commerciaux et diplomatiques, voire stratégiques, au travers de certains dialogues entre le Japon et l'Inde, mais de plus en plus entre le Japon et l'Australie, et bien évidemment un renforcement avec des alliances américaines que l'on évoquait précédemment. C'est le format des quads, c'est-à-dire Japon, États-Unis, Australie, Inde, et des quads élargis, quad plus, etc., ou des dialogues avec l'ASEAN, des dialogues avec des pays insulaires du Pacifique Sud, en plus d'une politique internationale, comme on le rappelait, qui prend en considération des logiques moyen-orientales et africaines. Reste et demeure le sujet de Taïwan sur la politique internationale, puisque c'est un sujet à part entière. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'États qui reconnaissent Taïwan comme étant la Chine, on en a autour d'une quinzaine. La plupart sont des États qui pèsent assez peu dans les débats stratégiques internationaux, dans les débats stratégiques internationaux. Peut-être que le plus important d'entre eux, et paradoxalement le plus petit, le Vatican, qui continue de reconnaître Taïwan, mais qui en parallèle a une politique singulière vis-à-vis de Pékin et entretient des liens très intenses, discrets certes, mais intenses avec Pékin. Donc pour conclure sur ces sujets régionaux et extra-régionaux, on a des priorités stratégiques et sécuritaires en Asie de l'Est du fait du facteur chinois et de la permanence dans le temps du programme nucléaire et balistique nord-coréen pour l'ensemble des chancelleries, pour l'ensemble des États de la région, mais qui sont bien évidemment pleinement intégrés au marché consolidé d'Europe occidentale et nord-américain, aux alliances anciennes nord-américaines, et de plus en plus à la logique d'une organisation du monde non occidentale, des logiques multilatérales non occidentales, en direction du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud-Est, du continent africain et de l'Amérique latine. Merci beaucoup, Emmanuel. Il était vraiment important de faire ce tour d'horizon des grands thèmes liés à cette importante région du monde, d'autant plus que les plus grands dirigeants du monde qui composent le G20 sont actuellement réunis à Bali en Indonésie. Alors Emmanuel, nous avons décidé d'élargir un petit peu, de sortir des thèmes proprement géopolitiques en fin de podcast, et nous avons inauguré cela avec Jean-Marc Balancy la dernière fois. C'est que nous voudrions que les experts que nous invitons donnent aux auditeurs quelques idées culturelles, lecture, film ou musique, finalement à votre choix. Vous avez
carte blanche pour nous donner quelques envies, quelques indications pour mieux découvrir cette région. Oui, mais merci, c'est l'occasion d'avoir une réflexion un peu plus, comment dirais-je, avec un pas de côté par rapport au débat stratégique que l'on a et que l'on vient d'avoir. Ce que je peux vous proposer, si je commence par un film chinois de 2013 du réalisateur Jia Zhangke, qui a une filmographie importante pour la Chine populaire, et un film qui m'a beaucoup marqué pour ses réalités d'une description en profondeur de la sociologie chinoise, de ce qu'on évoquait dans notre conversation sur cet empire terrestre céleste qui s'est tourné vers la mer et le monde finalement, A Touch of Sin, et en chinois Tianzhu Ding, mais bon, de 2013. Pour un livre, je reste sur la partie chinoise, si je puis dire, mais qui débordera sur des logiques quasi métaphysiques de la péninsule coréenne, du Japon, mais aussi de Taïwan. Je renverrai les auditeurs vers le livre assez méconnu, le merveilleux, Le chemin de Han Shan. Han Shan étant un ermite zen du 9e siècle, donc en pleine dynastie Tang chinoise, qui est une période assez florissante intellectuellement, spirituellement, à travers le bouddhisme zen. Et c'est donc un moine qui se confond avec une montagne dans laquelle il vit reclus, singulier comme moine. Et pourquoi bouddhisme zen? Puisque c'est un bouddhisme que l'on retrouve en Corée, Corée du Nord, Corée du Sud, surtout au Sud, et bien évidemment dans l'archipel japonais ou ailleurs dans le monde. Donc c'est pour marquer cette prégnance dans le temps long des formes, comment dirais-je, alternatives, originales de ce qu'a pu produire cette Asie orientale. Et enfin, pour une musique, je change de décor, si je puis dire, mais je reste dans l'idée. Je renvoie les auditeurs au cœur mélanésien du film de Terrence Malick sur la ligne rouge, et des affrontements américano-japonais, insulaires, indo-pacifiques, en Mélanésie, notamment pendant et après la bataille de Guadalcanal. Eh bien, merci Emmanuel pour ces conseils culturels qui, j'en suis sûr, vont intéresser nos auditeurs. Ainsi se termine notre 2e podcast. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre de l'Indo-Pacifique. Merci, à bientôt.